Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres de l'actualité. Le Premier ministre est entretenu aujourd'hui avec une forte délégation chinoise, donc de la province de Zhejiang. Élément de réponse dans ce journal. Et dans l'actualité internationale, des nouveaux bombardements à Gaza, au nord donc de la bande de Gaza, au moins 93 personnes ont péri. C'était les titres. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a accueilli une délégation donc de la province chinoise de Zhejiang, conduite par M. Yang Qijing, vice-gouverneur de la province. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations économiques et stratégiques entre la Chine et Djibouti, consolidé récemment lors du sommet Afrique-Chine-FOCAC. Lors du sommet Afrique-Chine. Les échanges se sont concentrés sur le renforcement de la coopération bilatérale, notamment à travers l'initiative Une ceinture, une route, qui illustre la volonté partagée de promouvoir un développement durable et mutuel avantageux. À cette occasion, les autorités djiboutiennes ont mis en avant de nombreuses opportunités d'investissement dans des secteurs clés, dans les infrastructures, le commerce et le tourisme. La délégation chinoise, quant à elle, a souligné l'importance de la 45e année d'amitié entre les deux nations et le jumelage de Djibouti avec la ville Ningbo, pivot logistique majeur en Chine. Djibouti se positionne comme une plaque tournante économique et logistique en Afrique de l'Est, grâce à sa localisation stratégique, ses ports de classe mondiale, une infrastructure ferroviaire qui dessert un marché régional de plus de 150 millions de personnes. Le pays attire plus en plus d'investissements internationaux. Le Premier ministre a également présenté la place financière de Djibouti, soutenue par une monnaie index sur le dollar et les accords économiques régionaux, la ZLECLAF, le COMESA et la GOA. En vue de diversifier les investissements, le Premier ministre a invité les représentants de la Zhejiang à explorer les opportunités dans le secteur touristique, notamment autour des projets emblématiques de Razian, des infrastructures de plongée. Djibouti entend devenir une destination de choix pour le tourisme d'aventure, l'écotourisme, offrant aux environs sécurisés, stables et des conditions d'investissement attractives. Et par la suite, dans une perspective de diversification des investissements, le Premier ministre a invité les représentants donc de Zhejiang à explorer les opportunités dans le secteur touristique. Et la visite s'est conclue donc par la signature d'un protocole d'accord. Voici la suite dans cette séquence. Au terme de cette rencontre, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a distingué M. Hu Lui, président de Touch Road International Holding Group, en élevant au grade de commandeur de l'Ordre national du 27 juin. M. Hu, également vice-président de l'Association d'amitié populaire sino-africaine, a contribué de manière significative à l'initiative de la ceinture et de la route en Afrique. Sous sa direction, Touch Road est devenu un acteur majeur favorisant les projets de la zone franche économique spéciale de Djibouti, contribuant à l'intégration du pays dans les routes commerciales mondiales et la coopération sino-africaine. La visite s'est conclue par la signature d'un protocole d'accord entre le vice-gouverneur de Zhejiang et le directeur général de l'Agence nationale du tourisme, ouvrant la voie à de nouveaux projets communs. Ce partenariat marque une étape supplémentaire dans le renforcement des liens sino-djiboutiennes et symbolise une vision commune pour un avenir prospère partagé. Et elle a eu également le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, et le chef d'état-major général des armées, Zakaria Cheikh Ibrahim, ont accueilli aujourd'hui la nouvelle ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti auprès de l'IGAD, Dr Denisa Elena Lonete, à l'hôtel des officiers Hassan Bassouma, au sein de la direction générale des relations internationales. Cette réunion de prise de contact a permis aux deux parties d'échanger sur les défis sécuritaires auxquels la région fait face, notamment la perturbation de la navigation dans le détroit de Bab el-Mandeb par les groupes armés Houthis. Ils ont également abordé les questions migratoires, soulignant l'importance d'une initiative conjointe pour gérer efficacement les flux migratoires dans le respect des droits internationaux humanitaires. Enfin, les deux parties ont réitéré leur engagement à renforcer davantage leur coopération dans le domaine de la sécurité. Le mois de l'amnistie en Afrique a été officiellement lancé aujourd'hui à l'hôtel Aïla lors d'une cérémonie organisée par la police nationale
dans le but de promouvoir la paix et de lutter contre la prolifération des armes légères et de petit calibre illicites sur le continent. La cérémonie a été présidée par Qassim Haroun Ali, ministre de la décentralisation et ministre de l'Intérieur par intérim, en présence du président de la Cour suprême, Jama' Suleiman Ali, du directeur général de la police nationale, Abdelrahman Ali Kahin, ainsi que de plusieurs représentants des corps de défense et de sécurité. Des membres de la société civile étaient également présents, marquant leur soutien à cette initiative de grande envergure pour le renforcement de la sécurité publique. Ce mois de l'amnistie vise à encourager les États membres de l'Union africaine à sensibiliser les citoyens au désarmement volontaire en restituant les armes illicites, légères et de petit calibre, en accord avec les lois nationales et les conventions internationales. Cette initiative s'inscrit dans la vision de l'Union africaine de faire taire les armes d'ici 2030, un projet ambitieux visant à mettre fin aux conflits armés et à instaurer un environnement pacifique en Afrique. Tout au long de ce mois, la police nationale organisera des activités de sensibilisation et des conférences dans les régions de l'intérieur en collaboration avec les autorités locales et la société civile. Ces événements auront pour objectif de sensibiliser la population aux risques liés aux armes légères et de petit calibre. Écoutons le mot du ministre de l'Intérieur par intérim, M. Qassim Haroun Ahmed. Le projet est issu d'une initiative phare de l'Union africaine, Faire taire les armes à feu en Afrique, et s'inscrit dans l'engagement continu de la République de Djibouti pour la paix et la sécurité nationale, régionale et internationale. La mise en œuvre de ces projets nécessite des campagnes de sensibilisation très efficaces, le renforcement des capacités, la collecte et la destruction des armes légères et des petits calibres illicites. Les activités prévues dans le cadre de ces projets visent à atteindre les objectifs suivants: lutter contre la prolifération d'armes légères et de petits calibres et leurs munitions, renforcer les capacités des forces de sécurité et de défense en matière de sensibilisation des civils sur les conséquences néfastes de la possession illicite des armes légères et de petits calibres. Il convient de noter que notre point focal national sur les armes légères et de petits calibres a effectué plusieurs activités depuis sa création le 29 janvier 2024. Ce point focal national regroupe les différentes institutions qui s'occupent de la lutte contre la prolifération des armes légères. Les organisations de la société civile sont également représentées au sein de ces points focaux. Le Centre régional de lutte contre les armes légères, REXA, dont notre pays est membre depuis sa création le 21 juin 2005, constitue l'instrument privilégié pour atteindre les objectifs visant à promouvoir la paix et le développement dans notre région. Actualité également, M. Arsenio Dopiguez, secrétaire général de l'Organisation maritime internationale, a effectué une visite de travail de 2 jours à Djibouti. Lors de ce séjour, le secrétaire général a rencontré le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Hamad, ou le directeur des Affaires maritimes, M. Ali Merah Shahem, ainsi que des cadres du ministère ont pris part lors de cette rencontre. La visite du secrétaire général, deuxième en son genre, on le rappelle, a été l'occasion pour le ministre de discuter de la situation de la région en matière de sécurité maritime et les risques de pollution majeurs. Il a été fait part au secrétaire général de l'inquiétude de Djibouti d'éventuelles pollutions dues aux attaques des navires de passage à quelques milles nautiques de nos côtes, où il a formulé une demande de financement d'un centre anti-pollution. Dans les discussions lors de cette rencontre entre le ministre et du secrétaire général, il a été soulevé par le ministre des flux migratoires qui viennent mourir sur nos côtes, où il est urgent à rappeler une assistance technique pour la création d'un centre de sauvetage et ses moyens nautiques.
Et bien, dans l'actualité également, avec cette cérémonie d'inauguration des infrastructures économiques et sociales réalisées au cours des 3 dernières années dans le cadre du programme ADIL, s'est tenu hier donc à Dikil. Cet événement marque une étape significative dans l'amélioration des conditions de vie et le développement économique de la région. Les projets inaugurés incluent un parc à bétail conçu pour soutenir les éleveurs locaux. Ce parc vise à moderniser les pratiques d'élevage et à faciliter la commercialisation des animaux, renforçant ainsi l'économie locale. Un centre commercial, ce nouvel espace commercial offre aux habitants de Dikil et des environs un accès à une variété de produits et services, stimulant ainsi le commerce local et créant des emplois. Un bâtiment polyvalent, cet espace est destiné à accueillir des événements communautaires, des formations et des activités culturelles, renforçant ainsi la cohésion sociale et l'engagement communautaire. L'adduction d'eau au quartier Cheikh Mondaitou, ce projet vital permet d'assurer un approvisionnement en eau potable pour la population, contribuant à améliorer la santé publique et le bien-être des habitants. En préparant cette cérémonie, le ministre délégué chargé de la décentralisation, Qassim Haroun Ali, le préfet de la région, Hassan Abdi, le président du conseil régional, Mahal Hussein Ahmed, la chef de coopération de l'Union européenne de sa délégation, le chef du projet, ainsi que les autorités civiles et militaires, les sages, les cadres, ainsi que les femmes de la ville de l'unité. Lors de cette cérémonie, le préfet et le président du conseil régional de Dikil ont tour à tour souligné l'importance donc de ces infrastructures pour le développement socio-économique de Dikil. Qui ont contribué à ce projet. Évidemment, le ministère délégué chargé de la décentralisation, qui est présent depuis le démarrage pour soutenir ce programme ADIL, qui est représenté ici par son ministre. L'Union européenne, sans qui ce projet ne serait pas possible, mais aussi le conseil régional de Dikil ainsi que la préfecture de Dikil, qui sont les acteurs territoriaux qui permettent de réaliser ces projets. Les 3 infrastructures. Voici un extrait du discours du ministre de la décentralisation, M. Qassim Haroun Ali. Pour moi, un immense plaisir et une énorme fierté et grand honneur d'être à Dikil, la ville de l'unité, pour procéder à l'inauguration de 4 projets d'infrastructure. Ces 4 projets d'infrastructure sont un parc à bétail, un centre commercial, une salle polyvalente pour le conseil régional, une adduction d'eau située à la périphérie de la ville de Dikil. Le projet ADIL qui se termine aujourd'hui a investi dans la région de Dikil plus de 260 millions de francs qui, si on l'explique en termes de projets, fait 24 projets. Ce qui fait que la région de Dikil a bénéficié de 24 projets de programme ADIL. Si on détaille un peu plus, le parc à bétail va permettre aux éleveurs dikilois d'exporter dans les meilleures conditions leurs cheptels sur les marchés national et régional. Le centre commercial va offrir des locaux aux commerçants dikilois qui auront enfin un lieu de vente où ils pourront écouler leurs marchandises. La salle polyvalente sera à la fois une salle de conférence, une salle informatique, et une salle de formation et une salle multimédia. L'adduction d'eau va alimenter en eau potable la population, le jardin, le bétail, dans les secteurs clés. Toutes ces infrastructures ont été sélectionnées par les Dikilois eux-mêmes, selon une approche participative en tenant compte de l'ordre de priorité. Ces projets d'infrastructure sont tirés des plans de développement de la ville de Dikil. Un plan de développement qui a été élaboré suite à de larges consultations menées auprès des acteurs de la région. Ces infrastructures, une fois devenues opérationnelles, vont générer des recettes fiscales pour la région et vont contribuer à l'augmentation des ressources propres de la collectivité territoriale. Les revenus tirés de la mise en service de ces infrastructures seront réinvestis
dans la région pour améliorer les conditions de vie de la population dikiloise, conformément à la politique de lutte contre la pauvreté prônée par son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. J'exhorte les habitants de Dikil à prendre soin de ces infrastructures et le Conseil régional à entretenir régulièrement ces biens qui vont désormais partie intégrante du patrimoine de la région. Le ministère délégué chargé de la décentralisation, en ce qui les concerne, va organiser régulièrement des missions de suivi de ces infrastructures et commanditer des enquêtes pour prendre connaissance du niveau de satisfaction de la population. J'encourage le Conseil régional de Dikil à continuer sur cet élan, à investir encore dans les infrastructures socio-économiques. Et dans l'actualité également, l'Agence nationale du tourisme, en collaboration avec l'opérateur Aqua Club Diving, a organisé hier une sortie en mer à l'île Moucha pour presque 100 lycéens issus des établissements moyens de la commune de Belbala, à savoir le lycée de Hodan 4, de Belbala et de PK12, accompagnés de leurs enseignants et de leurs professeurs et les responsables de leurs établissements. Avec le soutien technique de la garde côte-djiboutienne et avec un dispositif de sécurité optimal, cette importante délégation des lycéens ont embarqué tôt le matin au bord des patrouilleurs pour une sortie à l'île Moucha avant de rejoindre l'île vers 9h30. Eh bien, le forêt de la Mangrove semblait être une aventure sans précédent pour ces derniers lors de cette sortie en mer. Vêtus donc en blanc, les jeunes lycéens, derrière les guides de l'association de plongeurs Aqua Club, ont pris la direction vers le forêt de Mangrove qui se trouvait donc au moins 3 km au nord de cette île. En effet, cette sortie en mer a permis aux jeunes de mieux cerner les utilités de la préservation de nos écosystèmes marins. Après une journée donc placée sous le signe de la détente et de l'enthousiasme, nous avons pu recueillir quelques réactions de quelques lycéens. Je viens du lycée Belbala. Aujourd'hui, je suis fier de venir les endroits idéaux de notre pays. C'est ma première fois, c'est une de mes rêves qui se réalise aujourd'hui. Je remercie sur notre président de la République. C'est pas seulement notre président, mais si on a des élèves, c'est notre père. On remercie notre ministre de l'Éducation, notre proviseur du lycée Belbala, M. Abate, tous les enseignants qui nous ont mis aujourd'hui ici et vous aussi. Merci. Et lors d'une réaction, le consultant de l'Agence nationale du tourisme a indiqué que cette sortie en mer à l'île Moucha avait pour but de former nos jeunes et cette sortie en mer à l'île Moucha avait pour but de former nos jeunes lycéens sur l'importance de préserver nos écosystèmes marins. Voici un extrait de sa réaction. Nous avons choisi pour cette activité le site écotouristique de Moucha, Aqua Club Diving et l'association des jeunes plongeurs officie. Et nous avons collaboré pour réaliser cette activité avec le MENFOP qui nous a sensibilisés, rassemblé des jeunes des différents lycées. Nous leur avons fait visiter les mangroves qui se situent dans l'île. Ils ont pu visiter les mangroves et il y a eu une discussion sur le bien fondé de la protection de ces mangroves et sur l'utilité surtout écosystémique de ces mangroves-là. Et nous avons aussi parlé d'un autre habitat qu'on appelle les coraux, les récifs coralliens qui bordent justement cette île en mer et qui ont aussi leur importance dans l'écosystème marin. J'espère que nous avons suscité chez eux l'envie de vouloir protéger l'environnement. À la une également, le Forum des jeunes de l'Afrique de l'Est pour la justice climatique, organisé par le mouvement de la jeunesse unie et indivisible, s'est achevé sur une note inspirante avec une cérémonie de remise de certificats. Cet événement a marqué la fin d'une expérience enrichissante pour les participants. Cette cérémonie a célébré l'engagement, l'apprentissage et les efforts de chaque jeune qui ont pris part à des ateliers
et des sessions de formation tout au long du forum. Les participants repartent désormais armés de nouvelles compétences et d'une motivation renouvelée pour contribuer positivement à leur communauté. À l'issue de ce forum, les jeunes ont également émis une déclaration commune affirmant leur engagement à intensifier leurs actions contre les effets du changement climatique dans leur région, en favorisant des initiatives locales et durables. Ils ont appelé les gouvernements, les décideurs politiques et les institutions régionales à inclure la voix des jeunes dans les politiques climatiques, envoyant ainsi un message fort pour un avenir durable et équitable pour tous. De l'Est pour le Forum de justice climatique, déclarant solennellement notre engagement en faveur d'un avenir durable pour notre région et l'ensemble du continent africain. Conscients de l'urgence de la crise climatique et nous recherchons à intensifier et sensibiliser et mobiliser nos pairs afin de renforcer la résilience de nos sociétés, d'assurer un développement qui respecte notre environnement par l'adoption des pratiques éco-responsables et l'implication de nos communautés. Nous inspirons à bâtir un avenir plus respectueux de notre... Et dans son discours de clôture, le président du mouvement, M. Ahmed Mongola, a salué l'engagement de la jeunesse djiboutienne en faveur de la justice climatique. En l'écoute. Nous voici arrivés au terme de ces 2 jours intenses, des débats, d'échanges et de réflexions sur un enjeu qui nous concerne tous, la justice climatique. Je tiens tout d'abord à remercier chacun d'entre vous pour votre engagement, pour votre passion et votre contribution à la réussite de ce forum. Chacun d'entre vous a apporté une pierre à l'édifice en partageant vos idées, vos expériences et vos visions d'avenir. Ces 2 jours de forum, nous avons exploré de nombreuses facettes de la justice climatique, les causes du changement climatique, ses impacts sur les populations les plus vulnérables, les solutions existantes et celles à inventer. Durant ces 2 jours, nous avons aussi identifié de nombreuses solutions, de nouvelles idées et de nouvelles énergies. Chacun d'entre vous a apporté sa pierre à l'édifice à sa manière. Nous avons également discuté de nos rôles respectifs en tant que citoyens, en tant que jeunes et en tant que futurs décideurs de ces pays. Nous avons également adopté la déclaration commune des jeunes de l'Afrique de l'Est en faveur de la justice climatique. Elle servira de feuille de route pour les actions futures et renforcera notre voix dans les discussions et les actions nationales et régionales sur le climat. Chers jeunes, chers camarades, chers amis, le combat pour la justice climatique est loin d'être terminé. Mais je suis convaincu qu'ensemble, nous pouvons faire avancer nos actions pour promouvoir la justice climatique. Je vous invite à sortir de ce forum avec un sentiment d'espoir et de détermination renouvelé. Soyons les acteurs du changement que nous voulons voir autour de nous. Et voici à présent le mot du secrétaire général du ministère de l'Environnement, M. Tine Omar. Je vais commencer par remercier les organisateurs de cet important forum. Et je voudrais d'abord et en particulier remercier Ahmed Mongola qui a organisé ce grand événement. Et Mongola et toute son équipe, je tiens vraiment à les féliciter pour avoir organisé un forum aussi important sur la justice climatique. Les négociations portent d'abord sur l'atténuation. Le deuxième thème de négociation, c'est l'adaptation. Et c'est pour cela que le troisième thème, c'est le financement. L'autre moyen pour lutter contre le changement climatique, notre moyen de mise en œuvre, c'est le transfert des technologies. Le changement climatique nécessite de nouvelles technologies. Un autre thème important, dont l'un des membres de l'équipe de coordination était le représentant, c'est le renforcement des capacités. Il faut renforcer les capacités des pays en voie de développement et notamment des jeunes, en les formant, en les sensibilisant. Et ce genre de forum participe de renforcement des capacités. Il faut que tout le monde soit informé sur les causes du changement climatique et sur les conséquences du changement climatique.
les jeunes représentent l'avenir. C'est pour ça que, mais aujourd'hui, les nouvelles technologies permettent d'avoir accédé à beaucoup de connaissances. Faire des travaux de groupe, faire des réunions comme ça, faire des travaux de groupe, réfléchir ensemble, faire des propositions ensemble pour notre pays, pour la situation de notre pays, en adaptant les généralités comme le transfert de technologie ou les moyens d'adaptation, en adaptant à la situation de Djibouti. Donc pendant ces 2 jours de forum, vous avez démontré votre capacité à travailler en groupe, votre volonté à s'engager activement pour préserver Djibouti des conséquences néfastes du changement climatique, pour faire face aux défis. À l'issue de la 5e édition de la course des 10 km de Air Djibouti qui s'est tenue donc ce week-end, les athlètes de la garde-côte djiboutienne ont célébré un triomphe mémorable pour saluer cet exploit. Une cérémonie de reconnaissance s'est déroulée au camp de Doralé où le colonel Ouass Omar Borolé, commandant de la garde-côte djiboutienne, a accueilli les vainqueurs avec chaleur et fierté dans son bureau, entouré du lieutenant-colonel Mohamed Addawa Mohamed et du sous-lieutenant Suleiman Awala Ali, officier des sports, et de plusieurs autres officiers. Le colonel a exprimé son admiration pour la détermination et la ténacité dont ont fait preuve ces athlètes. Eh bien, un moment fort de la cérémonie, la remise des galons a donc symbolisé la reconnaissance de l'institution pour le dévouement et la discipline exemplaire de ses membres. Les galons remis avec solennité ont témoigné de la gratitude de la garde-côte envers ces athlètes qui ont su donc porter haut les couleurs de leur corps et de leur pays. Et je vous le disais en titre dans l'actualité hors de nos frontières, une frappe israélienne dans le nord de Gaza a causé la mort d'au moins 93 personnes. La suite dans cette séquence. Le nombre de martyrs du massacre de la résidence familiale d'Abou Nasr Bet Lahia s'élève à 93 et 40 personnes environ sont toujours portées disparues sous le décombre. Plusieurs corps ont été enveloppés dans des draps blancs et des couvertures extraites des décombres par des proches. Des familles endeuillées ont assisté à l'enterrement de plusieurs victimes pendant que les secouristes fouillaient les ruines. Les 14 corps de 15 personnes tuées dans des frappes ont été mis à l'hôpital Kamal Adwan, déclarait son directeur Hussam Abou Safia. Il a ajouté que 35 blessés, dont la plupart sont des enfants, étaient soignés à l'hôpital. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé que ses équipes avaient pu retourner lundi à l'hôpital Kamal Adwan, qu'elle avait dû alors quitter. Elles ont trouvé un chirurgien orthopédique, un pédiatre, une infirmière en chef et une poignée de jeunes médecins infirmiers qui tentaient de s'occuper des 100 à 150 patients, a déclaré mardi le porte-parole de l'OMS à Genève. Dans cette même région, des dizaines de milliers de Palestiniens se sont déplacés ou tentent de fuir pour échapper au combat. Merci d'avoir participé et partagé ce moment d'actualité avec nous. Je vous souhaite une agréable journée à toutes et à tous.